Mao Tse-tung, le petit livre rouge. Chapitre 2. Les classes et la lutte de classe. Lutte de classe. Certaines classes sont victorieuses, d'autres sont éliminées. Cela, c'est l'histoire. L'histoire des civilisations depuis des millénaires. Interpréter l'histoire d'après ce point de vue, c'est ce qui s'appelle matérialisme historique. Se placer à l'opposé de ce point de vue, c'est de l'idéalisme historique. Dans la société de classe, chaque homme occupe une position de classe déterminée, et il n'existe aucune pensée qui ne porte une empreinte de classe. Les changements qui interviennent dans la société proviennent surtout du développement des contradictions à l'intérieur de la société, c'est-à-dire des contradictions entre les forces productives et les rapports de production, entre les classes, entre le nouveau et l'ancien. Le développement de ces contradictions fait avancer la société, amène le remplacement de la vieille société par la nouvelle. L'impitoyable exploitation économique et la cruelle oppression politique de la part des propriétaires fonciers contraignirent la paysannerie à entreprendre un grand nombre d'insurrections contre leur domination. Dans la société féodale chinoise, les luttes de classe de la paysannerie, les insurrections et les guerres paysannes ont seules été les véritables forces motrices dans le développement de l'histoire. La lutte nationale est, en dernière analyse, une lutte de classe. Aux États-Unis, seuls les milieux dirigeants réactionnaires de la race blanche oppriment les Noirs. Ils ne sauraient en aucune façon représenter les ouvriers, paysans, intellectuels révolutionnaires et personnalités éclairées qui forment l'écrasante majorité de la race blanche. Le peuple, c'est à nous de l'organiser. C'est à nous de l'organiser pour abattre la réaction en Chine. Tout ce qui est réactionnaire est pareil. Tant qu'on ne le frappe pas, impossible de le faire tomber. C'est comme lorsqu'on balaie. Là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas d'elle-même. L'ennemi ne périra pas de lui-même. Ni les réactionnaires chinois, ni les forces agressives de l'impérialisme américain en Chine ne se retireront d'eux-mêmes de la scène de l'histoire. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Chiang Kai-shek cherche toujours à arracher au peuple la moindre parcelle de pouvoir, le moindre avantage conquis. Et nous, notre politique consiste à lui riposter du tac au tac, et à nous battre pour chaque pouce de terre. Nous agissons à sa manière. Chiang Kai-shek cherche toujours à imposer la guerre au peuple. Une épée à la main gauche, une autre à la main droite. À son exemple, nous prenons nous aussi des épées. Et comme Chiang Kai-shek affile maintenant ses épées, nous devons affiler les nôtres aussi. Quels sont nos ennemis et quels sont nos amis? C'est là une question d'une importance primordiale pour la révolution. Si, dans le passé, toutes les révolutions en Chine n'ont obtenu que peu de résultats, la raison essentielle en est qu'elles n'ont point réussi à unir autour d'elles leurs vrais amis pour porter des coups à leurs vrais ennemis. Le parti révolutionnaire est le guide des masses, et jamais révolution n'a pu éviter l'échec quand ce parti a orienté les masses sur une voie fausse. Pour être sûr de ne pas les conduire sur la voie fausse et de remporter la victoire dans la révolution, nous devons absolument veiller à nous unir avec nos vrais amis pour porter des coups à nos vrais ennemis. Et pour distinguer nos vrais amis de nos vrais ennemis, nous devons entreprendre une analyse générale des conditions économiques des diverses classes de la société chinoise et de leur attitude respective envers la révolution. Tous les seigneurs de guerre, les bureaucrates, les compradors et les gros propriétaires fonciers qui sont de mèche avec les impérialistes, de même que cette fraction réactionnaire des intellectuels qui en dépend, sont nos ennemis. Le prolétariat industriel est la force dirigeante de notre révolution. Nos plus proches amis sont l'ensemble du semi-prolétariat et de la petite bourgeoisie. De la moyenne bourgeoisie toujours oscillante, l'aile droite peut être notre ennemi et l'aile gauche notre ami.
mais nous devons constamment prendre garde que cette dernière ne vienne désorganiser notre front. Celui qui se range du côté du peuple révolutionnaire est un révolutionnaire, tandis que celui qui se range du côté de l'impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique est un contre-révolutionnaire. Celui qui se range en parole seulement du côté du peuple révolutionnaire, mais agit tout autrement, est un révolutionnaire en parole. Celui-là est un parfait révolutionnaire qui se range non seulement en parole, mais en acte du côté du peuple révolutionnaire. En ce qui nous concerne, qu'il s'agisse d'un individu, d'un parti, d'une armée ou d'une école, j'estime que l'absence d'attaque de l'ennemi contre nous est une mauvaise chose, car elle signifie nécessairement que nous faisons cause commune avec l'ennemi. Si nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est une bonne chose, car cela prouve que nous avons tracé une ligne de démarcation bien nette entre l'ennemi et nous. Et si celui-ci nous attaque avec violence, nous peignant sous les couleurs les plus sombres et dénigrant tout ce que nous faisons, c'est encore mieux, car cela prouve non seulement que nous avons établi une ligne de démarcation nette entre l'ennemi et nous, mais encore que nous avons remporté des succès remarquables dans notre travail. Nous devons soutenir tout ce que notre ennemi combat et combattre tout ce qu'il soutient. Nous nous tenons sur les positions du prolétariat et des masses populaires. Pour les membres du Parti communiste, cela implique la nécessité de se tenir sur la position du parti, de se conformer à l'esprit de parti et à la politique du parti. Après l'anéantissement des ennemis armés, il y aura encore des ennemis non armés. Ceux-ci ne manqueront pas de mener contre nous une lutte à mort. Nous ne devons jamais les sous-estimer. Si nous ne posons et ne comprenons pas maintenant le problème de cette façon, nous commettrons les plus graves erreurs. Les impérialistes et les réactionnaires du pays ne se résigneront jamais à leur défaite. Ils se débattront jusqu'à la fin. Même quand la paix et l'ordre auront été établis dans l'ensemble du pays, ils continueront par tous les moyens à se livrer au sabotage et à provoquer des troubles, et chercheront à tout instant à rétablir leur domination en Chine. Cela est certain, indubitable. Nous ne devons donc absolument pas relâcher notre vigilance. En Chine, la transformation socialiste, en tant qu'elle concerne la propriété, est pratiquement achevée. Les vastes et tempétueuses luttes de classe, menées par les masses en période révolutionnaire, sont pour l'essentiel terminées. Néanmoins, il subsiste des vestiges des classes renversées des propriétaires fonciers et des compradors. La bourgeoisie existe encore, et la transformation de la petite bourgeoisie ne fait que commencer. La lutte de classe n'est pas encore arrivée à son terme. La lutte de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie, entre les diverses forces politiques et entre les idéologies prolétariennes et bourgeoises, sera encore longue et sujette à des vicissitudes, et par moments, elle pourra même devenir très aiguë. Le prolétariat cherche à transformer le monde selon sa propre conception du monde, et la bourgeoisie selon la sienne. À cet égard, la question de savoir qui l'emportera, du socialisme ou du capitalisme, n'est pas encore véritablement résolue. Il faudra encore un temps assez long pour décider de l'issue de la lutte idéologique entre le socialisme et le capitalisme dans notre pays. La raison en est que l'influence de la bourgeoisie et des intellectuels venant de l'ancienne société existera longtemps encore dans notre pays, de même que leur idéologie de classe. Si on ne saisit pas bien cela, et à plus forte raison, si on ne le comprend pas du tout, on commettra les plus graves erreurs, et on méconnaîtra la nécessité de la lutte sur le plan idéologique. Dans notre pays, l'idéologie bourgeoise et petite bourgeoise, les idées antimarxistes subsisteront longtemps encore. Le système socialiste est dans l'ensemble instauré chez nous. Nous avons achevé pour l'essentiel la transformation de la propriété des moyens de production. Mais sur le front politique et le front idéologique, la victoire n'est pas encore complète. Sur le plan idéologique, la question de savoir qui l'emportera, le prolétariat ou la bourgeoisie, n'est pas encore vraiment résolue. Nous avons à soutenir un long combat contre l'idéologie bourgeoise et petite bourgeoise. Ce serait une erreur de ne pas comprendre cela, de renoncer à la lutte idéologique.
toute idée erronée, toute herbe vénéneuse, tout génie malfaisant doivent être soumis à la critique, et il ne faut jamais leur laisser le champ libre. Mais cette critique doit être fondée pleinement sur l'argumentation. Elle doit être analytique et convaincante. Elle ne doit pas être brutale, bureaucratique, métaphysique ou dogmatique. Le dogmatisme et le révisionnisme vont tous deux à l'encontre du marxisme. Le marxisme doit nécessairement avancer, se développer au fur et à mesure que la pratique se développe, et il ne saurait rester sur place. S'il demeurait stagnant et stéréotypé, il n'aurait plus de vie. Toutefois, on ne peut enfreindre les principes fondamentaux du marxisme sans tomber dans l'erreur. Considérer le marxisme d'un point de vue métaphysique et comme quelque chose de figé, c'est du dogmatisme. Nier les principes fondamentaux et la vérité universelle du marxisme, c'est du révisionnisme, c'est-à-dire une forme de l'idéologie bourgeoise. Les révisionnistes effacent la différence entre le socialisme et le capitalisme, entre la dictature du prolétariat et celle de la bourgeoisie. Ce qu'ils préconisent est en fait non pas la ligne socialiste, mais la ligne capitaliste. Dans les circonstances présentes, le révisionnisme est encore plus nuisible que le dogmatisme. Une tâche importante nous incombe sur le front idéologique, celle de critiquer le révisionnisme. Le révisionnisme, ou opportunisme de droite, est un courant idéologique bourgeois. Il est encore plus dangereux que le dogmatisme. Les révisionnistes, ou opportunistes de droite, approuvent le marxisme du bout des lèvres, et attaquent eux aussi le dogmatisme. Mais leurs attaques visent en fait la substance même du marxisme. Ils combattent ou dénaturent le matérialisme et la dialectique. Ils combattent ou tentent d'affaiblir la dictature démocratique populaire et le rôle dirigeant du Parti communiste, ainsi que la transformation et l'édification socialiste. Lors même que la révolution socialiste a remporté pratiquement la victoire dans notre pays, il y a encore un certain nombre de gens qui rêvent de restaurer le régime capitaliste. Ils mènent la lutte contre la classe ouvrière sur tous les fronts, y compris celui de l'idéologie. Dans cette lutte, les révisionnistes sont leurs meilleurs adjoints.